Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live de Live Academy. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un live qui est un peu particulier, qui va prendre de l'avance, qui a toujours le même objectif, vous permettre de réussir vos études, vos objectifs. Aujourd'hui, votre objectif, c'est Sciences Po. Et oui, on a repéré dans les questionnaires que vous nous avez envoyés que vous étiez très nombreux à avoir comme projet de vous intéresser aux études de sciences politiques et éventuellement de passer la prestigieuse école de Sciences Po Paris. Pour ce concours, le concours qui a lieu au deuxième trimestre. Pour ce concours, il y a une épreuve d'histoire. Et dans les épreuves d'histoire, les sujets qui peuvent être proposés, il y a la composition. C'est une épreuve qui est très importante, c'est une épreuve qui est essentielle pour réussir ce concours. Vous devez avoir une bonne note et pour cela, il faut vous préparer tôt, il faut vous préparer bien. Pour vous préparer bien, on a trouvé un prof extra, un prof qui nous avait promis de venir travailler pour Live Academy, de venir vous aider, de venir vous donner des cours. Il s'agit d'un de mes grands amis, Louis de l'Escalopier, un jeune professeur qui est talentueux, qui est motivé, qui est intéressant. Louis est normalien, Louis vient d'être agrégé d'histoire et c'est super, il l'a bien mérité. Louis aussi est professeur au cours du Parnasse, il est responsable de la préparation Sciences Po et donc ce soir c'est Louis qui va vous parler de l'épreuve d'histoire au concours de Sciences Po Paris et vous donner des conseils, ces 8 conseils pour réussir cette épreuve. Je vais laisser Louis vous donner ses conseils, vous les partager. En tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver encore une fois. J'espère que la Live Academy répond à toutes vos attentes. J'espère que la Live Academy vous intéresse toujours autant. Et j'espère que vous apprécierez ce prochain live. N'oubliez pas, si vous êtes en terminale, qu'il y a un live la semaine prochaine de philo avec le grand Nicomac en direct de New York. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a un live de français avec Ben si vous êtes en première la semaine prochaine. Tout ça vous pouvez le retrouver sur la page de Live Academy. Mais place aux choses sérieuses, ce soir c'est Sciences Po, vous voulez réussir le concours de Sciences Po, vous voulez vous donner toutes les chances de réussir ce concours et donc je vous laisse en compagnie de Louis qui va vous donner les bons tips pour la composition. Salut bon live, bye bye. Bonjour à tous. Merci Hugues pour cette excellente présentation et qui va nous permettre de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de commencer à nous intéresser donc à la composition, élément essentiel pour réussir l'épreuve d'histoire et donc pour réussir le concours de Sciences Po. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est qu'il faut à tout prix que vous preniez maintenant un stylo, prenez votre plus belle plume, prenez du papier, placez-le juste à côté de l'ordinateur. N'hésitez pas aussi à commenter, à poser vos questions. Vous pouvez poser absolument toutes vos questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc on prend des notes, on commente, on partage la vidéo si on connaît des gens qui peuvent être intéressés, des gens qui passent le concours de Sciences Po, qui sont en première, qui sont en terminale et qui veulent aller un petit peu plus loin. On n'hésite pas et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos sollicitations. Alors la première chose, pour commencer et pour que vous compreniez bien ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut mesurer, il faut comprendre l'énorme différence qu'il y a entre le niveau d'exigence du lycée d'un côté et le niveau d'exigence de Sciences Po de l'autre. À Sciences Po, on attend plus de vous. Et comme on attend plus de vous, moi je vais vous donner ce petit bonus, ce petit plus, ces conseils fondamentaux qui vous permettront d'avoir une excellente note et d'ailleurs d'améliorer votre niveau, que ce soit au lycée ou dans vos études supérieures. Du coup, on va se lancer tout de suite, on va partir sur un premier conseil, tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on a 1 heure à passer ensemble. D'ailleurs, 1 heure, je sais que c'est difficile parce que vous sortez de cours, mais 1 heure, finalement, c'est pas très long pour maîtriser parfaitement la méthodologie du concours de Sciences Po. Et donc, on se lance, j'espère que vous êtes tous prêts, j'espère que vous êtes tous motivés, que vous avez vos stylos sous la main. Et on commence avec notre premier conseil, ne perdez pas de temps, ça tombe bien, je parlais justement du temps à l'instant. Pourquoi il ne faut pas perdre de temps ? Il ne faut pas perdre de temps parce que, je vais revenir vous le dire les yeux dans les yeux, il ne faut surtout pas perdre de temps. Parce qu'à Sciences Po, on le voit dans tous les rapports du jury que j'ai épluchés avant ce live pour que je puisse vous donner toutes les informations, on voit bien qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à terminer. Alors souvent ça ne se joue pas trop sur la composition, ça se joue plutôt sur l'étude critique de documents, mais en même temps les deux sont liés. Si l'étude critique de documents n'est pas terminée, ça veut dire que vous devez... si l'étude critique de documents, excusez-moi, n'est pas terminée, ça veut dire que vous devez mieux maîtriser le temps pour la composition. Premier point, 2h30 pour la composition sur les 4 heures de l'épreuve, je vous le montre bien, 2h30, pas plus. Du coup, si vous voulez tenir 2h30, il faut bien gérer votre temps. Et pour bien gérer votre temps, il faut mettre en place un système de checkpoint. Pour vous le prouver, je vous ai mis la magnifique horloge solaire de Rouen que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent. Et on va se donner ensuite, tranquillement ensemble, voilà, des petits checkpoints, des petits moments où vous devez vous dire « Ah bah là, je suis un peu en retard, là, il faut que j'avance un tout petit peu plus vite ». Première chose à faire, l'analyse du sujet. 10 minutes, pas plus, mais il faut bien y réfléchir, on en reparlera.
Une fois que vous avez pris ces 10 minutes pour analyser le sujet, vous passez à un élément lui aussi fondamental. De toute façon, au début, tout est fondamental. Choisir votre problématique. Là encore, vous prenez 10 minutes. C'est pour ça que je vous parle de ce fameux système de checkpoint. C'est qu'au lieu de vous apercevoir, au lieu de 2h15, 2h20, que vous êtes à la bourre et qu'il faut que vous vous dépêchiez et faire mal votre étude critique de document, si au bout de 25 minutes, vous n'avez pas encore votre problématique, et bien là, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes un peu à la bourre, accélérer, et du coup, vous remettre un peu dans le vif du sujet. Ensuite, après la problématique, on construit son plan. Moi, j'ai pris ici 20 minutes. Évidemment, c'est un exemple que je vous donne, parce que 20 minutes, ça peut être beaucoup comme ça peut être court, selon le sujet. Une fois qu'on a construit son plan, on rédige l'introduction, et j'insiste, et la conclusion. Là encore, 20 minutes. C'est super important, en fait, d'avoir déjà rédigé, d'avoir déjà préparé très précisément au brouillon l'intro et la conclusion. On en reparlera, mais donc encore une fois, vous notez ça, vous notez ces éléments-là. Selon les personnes, ça va changer. Il y en a qui vont très vite pour analyser le sujet, parce qu'ils les maîtrisent bien. Il y en a d'autres qui ont du mal à trouver les problématiques. Faites aussi votre petite cuisine, votre petite tambouille dans votre coin et trouvez un peu vos solutions à vous. Pour la rédaction des grandes parties, moi j'ai mis 25 minutes. 25 minutes, c'est le temps minimum pour faire une grande partie solide où il n'y a pas trop de fautes d'orthographe. Et les plus matheux d'entre vous, ceux sans doute qui ont pris option maths, se rendront compte qu'il manque ici un quart d'heure. En fait, ce quart d'heure-là, il est en plus, il est pour se relire, il est pour avoir un peu le temps, j'en sais rien, pendant le concours, d'aller aux toilettes, de manger un gâteau ou de rêvasser un peu. C'est toujours bien de se laisser une marge et de ne pas se mettre un emploi du temps trop serré. C'est un peu la même chose pour vos révisions. Ne soyez pas trop exigeants, laissez-vous un peu de temps, vous serez plus détendu. Et si vous êtes plus détendu, ça se passera beaucoup mieux pendant le concours. Parce que ça, c'est aussi un point, c'est aussi un des conseils, un petit conseil parallèle, c'est qu'il faut que vous preniez bien en compte le fait que votre état d'esprit, votre forme physique au moment du concours sera très importante. Du coup, il faut penser à ça, il faut penser à son mental, il faut s'écouter pendant une année de préparation. Et le fait de se laisser cette petite marge-là, voilà, c'est un élément qui permet de se détendre, qui permet d'être moins stressé que le voisin qui est en train de trembler tellement qu'il fait trembler sa table le jour du concours. Donc, premier conseil fondamental, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps le jour du concours, il faut que vous soyez réglé à la perfection. On passe donc maintenant à un deuxième conseil. Deuxième conseil, lui aussi fondamental, évitez le hors-sujet. Alors, éviter le hors-sujet, ça paraît extrêmement large, ça paraît justement assez difficile. Et en fait, moi, je vais vous donner une petite technique très simple qui se passe en 4 points, pas plus. Et avec ces 4 points-là, vous allez pouvoir, je vous le garantis, éviter à chaque fois le hors-sujet. Donc, on rentre dans le vif du sujet encore une fois, du coup c'est très bien pour éviter le hors-sujet. On va choisir un exemple, on va prendre un sujet, donc je vous ai mis le magnifique drapeau de la Grande-Bretagne, parce qu'on va travailler sur le tout premier, enfin un des tout premiers sujets qui soit au programme du concours de Sciences Po, un exemple d'économie monde, l'économie monde britannique. Du coup, on rentre ensemble dans ce sujet-là. C'est un sujet qui est un peu un classique, il a été donné notamment en 2013, qui était la première année de la nouvelle forme du concours, donc il est assez classique. En plus, vous commencez souvent par travailler là-dessus en première, donc ça va être assez simple pour nous et ça va vous permettre de récupérer quelques petits exemples un peu plus originaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on récupère son sujet et comment on fait pour éviter à tout prix le hors-sujet et gagner un maximum de points? La première chose qu'on fait, c'est qu'on se pose une question très simple, ça paraît évident, mais il faut avoir, s'il vous plaît, ayez la présence d'esprit de vous poser cette question le jour du concours. De quoi est-il question? Qu'est-ce que j'entends par cette question pourtant très simple? Il faut toujours relier le sujet avec le thème du concours, c'est-à-dire avec le programme qui vous a été donné au début de l'année de première et au début de l'année de préparation de Sciences Po. Du coup ici, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander d'y réfléchir parce que c'est le tout début, vous l'avez compris, c'est lié au thème 1, le premier grand thème du concours, croissance économique et mondialisation depuis le milieu du 19e siècle, et ça s'intègre pour le coup dans le chapitre 2, les économies mondes successives, la première étant l'économie monde britannique, la deuxième l'économie monde américaine, et la troisième l'économie monde multipolaire. Donc une fois que vous avez bien relié ça, que vous avez bien compris de quoi il était question, parce qu'en plus, alors ça fait longtemps que je prépare le concours de Sciences Po, donc vous remarquerez si vous regardez les annales, ce qui est tombé notamment en 2013, 2014, 2015, vous remarquerez que c'est très souvent des intitulés extrêmement sobres, il n'y a pas de questions précises, c'est souvent, un peu comme ici, un exemple d'économie monde, voilà, c'est une formulation très simple, très efficace. Du coup c'est assez facile à relier si vous maîtrisez bien le programme. Une fois que vous êtes posé cette question-là, ça prend 2 secondes, on passe à un élément essentiel, là encore, pour éviter le hors-sujet. Quelles sont les bornes chronologiques? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? C'est de l'histoire, c'est assez évident. Il faut définir des bornes chronologiques.
Alors ici, les bandes chronologiques, traditionnellement, on dit que c'est à peu près, allez, 1850, c'est le début du programme, hein, milieu du 19e siècle, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. À vous aussi de positionner le curseur comme vous voulez. Mais du coup, ces bandes chronologiques, il faut les justifier un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi le jury a commencé au milieu du 19e siècle et pas en 1815, parce que finalement, 1815, ça se serait justifié aussi. Le milieu du 19e siècle pour la Grande-Bretagne, et là vous prenez vos stylos parce que ça fait partie des connaissances que vous devez avoir, ou en tout cas que vous devriez avoir à la fin de l'année, c'est une époque très importante, marquée notamment un petit peu avant, en 1837, par le début de la reine Victoria, le début de son règne. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à le formuler. Et donc ça, c'est un élément qui peut être utilisé parce qu'on parle justement de cette période victorienne, on parle de grand boom victorien. Et en plus de ça, il y a un autre élément que vous pouvez utiliser, on va en reparler, donc je ne vais pas trop le détailler maintenant. L'année 1846, donc là on est encore plus proche du début du sujet, c'est l'abolition de ce qu'on appelle les Corn Laws, c'est-à-dire c'est l'abolition des droits de douane sur l'importation des céréales en Grande-Bretagne. Pour l'instant, vous ne pensez pas que c'est essentiel et vous verrez très rapidement dans le déroulé de notre live que c'est extrêmement important. Donc bande chronologique, on a parlé du début, maintenant il faut parler de la fin, évidemment. Elle est beaucoup plus simple à trouver. 1914-1918, hein, la Première Guerre mondiale, énorme difficulté pour la Grande-Bretagne. Jusqu'ici, la Grande-Bretagne prêtait de l'argent au monde entier. À partir de la Première Guerre mondiale, ils doivent de l'argent, et notamment aux États-Unis, donc transition vers l'économie monde américaine. Vous pouvez aussi utiliser d'autres éléments, des éléments d'histoire intérieure de la Grande-Bretagne, avec par exemple l'indépendance de l'Irlande au début des années 1920. Voilà, ces deux exemples, la Première Guerre mondiale. Toujours est-il, ça vous le notez tout de suite sur votre brouillon. Alors, je vous le dis d'ailleurs, je vous regarde bien dans les yeux pour vous le dire, le brouillon, c'est la vie, il faut que vous le compreniez, c'est fondamental et ça changera tout pour vous. Si vous faites un bon brouillon, vous aurez toujours réussi une bonne copie. Donc, sur son brouillon, on note les bandes chronologiques, on note aussi les limites géographiques du sujet. Alors ça, c'est pas toujours aussi important, mais en l'occurrence, ici, on va en reparler tranquillement, mais... Enfin, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, j'ai envie de vous dire. C'est important ici parce que quand on parle de l'économie monde britannique, dans l'intitulé même du sujet, on voit bien qu'on ne parle pas que de la Grande-Bretagne. Alors du coup, il faut se poser la question, il faut se dire, mais qu'est-ce que c'est l'économie monde britannique à ce moment-là et qu'est-ce que représente l'empire, l'immense empire de la Grande-Bretagne qui est un des plus grands de l'histoire? Pour répondre à cette question, je vais vous mettre cette superbe carte. Alors, vous ne le voyez pas forcément, mais cette carte, elle date de 1897. Donc on est au cœur du sujet, on est vraiment au moment où tout se passe, et ce que vous voyez en rouge, c'est ce sont les territoires qui sont sous domination britannique. Ces territoires, ils n'ont pas forcément tous le même statut. Il faut évidemment bien noter la présence britannique en Afrique. Il faut noter la colonie qui était le joyau de la couronne de la reine Victoria, à savoir la colonie indienne, le sous-continent indien, qui était sous domination britannique. Vous avez aussi l'Australie. Alors là, rentrez pas forcément dans le détail, mais il faut que vous ayez ça en tête parce que ça va évidemment orienter votre réflexion. Ça va vous permettre de développer le raisonnement qui vous permettra à terme d'avoir une très bonne note. Petit point d'ailleurs sur les statuts, ça c'est pas forcément connu, mais la Grande-Bretagne a des colonies, elle a aussi un système un peu à part qui s'appelle les Dominions, et dans ce système, là, on est en 1897, ce statut ne concerne que le Canada, qui est Dominion depuis 1867, et en fait c'est un statut où on n'est plus vraiment une colonie, on a une forme d'indépendance, les Canadiens ont une forme d'indépendance, mais c'est pas eux qui gèrent leur politique étrangère et c'est pas eux qui gèrent une partie de leur puissance militaire. Ce statut, dans le cadre de votre programme, vous avez donc le Canada 1867 qui l'obtient en premier, l'Australie va l'avoir en 1901, donc là c'est un petit peu après la carte, et ensuite la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en 1907 et 1910. C'est des petits éléments, mais qui peuvent permettre de faire la différence au moment de bien définir le sujet. Donc je rappelle pour que ce soit bien clair, Canada 1867, Australie 1901, Nouvelle-Zélande un peu plus au sud 1907 et l'Afrique du Sud en 1910. Une fois que vous avez posé ces limites géographiques, que dans votre tête c'est clair, vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis. Hein. Là je le fais parce qu'on est entre nous et que je vous donne vraiment toutes les informations que vous devez avoir. Une fois que vous avez fait ça, il reste une dernière question à se poser, et cette question-là, elle est très importante. Quel est le sens précis des termes utilisés dans le sujet?
Alors là, je passe un instant en plein écran pour vous le dire encore une fois les yeux dans les yeux. Quand je vous dis quel est le sens précis des termes utilisés dans le sujet, je ne vous demande pas le sens précis de L' ou ce genre de choses. Il va falloir aller chercher, il va falloir aller, avec l'habitude ça viendra assez facilement, il va falloir récupérer les grands concepts. Les grands concepts, vous n'en avez pas tellement finalement dans votre programme. Vous en avez un ici qui apparaît, il est même répété 2 fois, donc on insiste bien et on essaie d'être clair avec vous. Ce concept-là, c'est le concept d'économie monde. On va en parler dans un instant. Vous en avez d'autres que vous devez maîtriser pour la fin de l'année, mais ça, on le verra ensemble tout au long de l'année si vous suivez Live Academy. Vous allez avoir d'un côté les totalitarismes par exemple, à côté de ça le concept de génocide qui doit être analysé, le concept de guerre totale, de guerre d'anéantissement. Ça, c'est pas des termes qu'on peut utiliser comme ça qui sont passe-partout, c'est des termes qu'il va falloir définir clairement. Pour le coup, il va pas falloir être très rigolo là, il va falloir dire clairement au correcteur, quand j'utilise le terme économie monde, je veux dire ça précisément et rien d'autre. Du coup, nous, le terme ici fondamental du sujet, on le voit, il est répété 2 fois, c'est économie monde. Alors, l'économie monde, la définition, elle est importante. Vous allez en trouver plusieurs. Vous allez en trouver une sur la page Wikipédia d'économie monde qui est d'ailleurs pas super. Donc du coup, moi, je vais vous en donner une qui est un peu alternative. Une économie monde, c'est comme ça qu'on appelle en fait un effet d'entraînement, un effet de domination d'un État sur l'ensemble de la planète ou une grande partie de la planète. Donc, effet d'entraînement, de domination d'un État, en l'occurrence la Grande-Bretagne, sur l'ensemble de la planète ou une partie de la planète. Et en fait, avec cette domination, l'État en question va imposer son modèle économique, son modèle financier, son modèle culturel. Quand vous avez bien défini économie monde comme ça, c'est sûr que vous n'allez pas faire de hors-sujet. Parce que par exemple, là si on prend ce sujet-là, le hors-sujet classique que font beaucoup de personnes, beaucoup de candidats au concours, c'est de dire « Ah bah, il y a marqué économie monde britannique, je vais faire tout un travail sur l'impérialisme britannique, sur la puissance de la Navy et sur ce genre de choses. » Alors que ce n'est pas le sujet. Ça peut être utilisé, mais uniquement relié à la puissance donc économique et à la capacité de domination économique de la Grande-Bretagne sur cette période. Du coup, on est ici à la fin de ce deuxième conseil. Je reviens donc sur les points très importants. Rattacher le sujet au programme, ça c'est fondamental, c'est la base. Ensuite, trouver les bornes chronologiques et bien les définir. Trouver les limites géographiques. Alors ça n'a pas toujours la même valeur, hein, les limites géographiques, ça dépend des sujets. Et enfin, très important, définir les termes essentiels. Le travail de définition, la capacité à définir clairement, elle est essentielle pour avoir une bonne, voire une excellente note. C'est possible et grâce à Live Academy, vous allez y arriver, avoir une excellente note au concours de Sciences Po. Donc, on passe maintenant à un troisième conseil, conseil qui pour le coup va peut-être changer la vie de certains d'entre vous parce que c'est un conseil qui concerne la problématique. Et la problématique, je sais que c'est très difficile pour beaucoup parce qu'ils ont un peu de mal à comprendre exactement ce que c'est, à comprendre ce qu'il faut faire. Et du coup, pour que ce soit clair pour tout le monde, je vous ai mis cette image dont je suis extrêmement fier. En fait, une problématique, c'est une question simple. C'est la même chose dans toutes les matières. C'est la même chose, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour la philo, vous pouvez l'utiliser toutes les matières où vous allez faire des dissertations ou des compositions. Une problématique, c'est une question simple à laquelle on trouve une réponse compliquée. C'est pas l'inverse, c'est pas une question compliquée à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Par exemple, un exemple de très mauvaise problématique, le Royaume-Uni peut-il être considéré comme la première puissance mondiale durant cette période? Alors ça, super, il suffit de mettre oui et vous avez répondu à la problématique. Ça sert à rien de faire un plan en 3 parties, de mener une réflexion. Donc, on reste dans cette logique-là. Question simple, réponse compliquée. Et on avance donc toujours sur ce sujet. Pour formuler sa problématique, c'est-à-dire pour éviter de passer à côté, pour éviter de faire une question qui tombe un peu à l'eau et qui déçoive le correcteur, il y a une petite astuce qui consiste à commencer sa problématique par 2 formulations qui sont assez équivalentes. En quoi ou dans quelle mesure? Pourquoi elles sont pratiques ces formulations? Parce que quand vous dites dans quelle mesure à propos d'un sujet, vous vous laissez la liberté dans votre raisonnement, dans votre développement, de dire, de prononcer des nuances, d'avancer des nuances sur le sujet et de dire bah oui mais oui c'est ça, mais en même temps, même si c'est vrai et que je ne reviendrai pas dessus, on peut légèrement nuancer par cet aspect-là, par cet autre aspect. Et du coup, toute l'intelligence, enfin plutôt toute la malice qui permet d'avoir une excellente problématique, elle repose là-dessus. Elle repose sur cette capacité à nuancer son raisonnement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de réfléchir 2 secondes sur la situation qu'on a nous, c'est l'économie monde britannique. Essayez de réfléchir, normalement, vous le connaissez ce sujet, si vous ne le connaissez pas, on va le trouver ensemble, et essayez de me trouver des problématiques qui pourraient être efficaces. Il y en a plusieurs, évidemment.
nous, ensemble, pendant que vous réfléchissez, je peux vous en proposer une, moi, comme ça, voilà, qui est assez ambitieuse, mais qui vous montre bien l'essence de ce qu'est une problématique. On pourrait par exemple, sur un sujet comme celui-là, se demander en quoi l'économie monde britannique, enfin plutôt que ça d'ailleurs, plus précisément, on pourrait se demander en quoi les raisons qui fondent le succès de l'économie monde britannique sont aussi les raisons de son déclin au début du XXe siècle. Ça, c'est un exemple. Alors, celle-là, je ne l'ai pas mise, je ne l'ai pas utilisée dans le live et dans celle que je vous propose ici parce qu'elle est assez, elle est assez audacieuse. C'est-à-dire que si vous faites une problématique comme celle-là, il faut pouvoir, derrière, dans votre travail, réussir à y répondre clairement. Mais c'est un exemple de problématiques ambitieuses qui peuvent permettre d'avoir une excellente note. En quoi les raisons qui fondent le succès britannique, on va les évoquer ensemble évidemment, en quoi les raisons qui fondent ce succès sont paradoxalement, un peu plus tard, et c'est tout l'intérêt de l'histoire finalement, d'y réfléchir, les raisons du déclin de cette économie monde. Alors, maintenant que tout le monde a un peu réfléchi à un exemple de problématique, je vais vous en donner quelques-uns. Donc on se met en situation, je rappelle bien le sujet, hein, l'économie monde britannique, c'est clair pour tout le monde. Et on a ici un premier exemple de problématique. Dans quelle mesure peut-on dire que le Royaume-Uni est une économie monde entre le milieu du 19e siècle et la fin de la Première Guerre mondiale? Alors celle-là, je l'ai mise, c'est un petit peu un piège sympa, hein, toute proportion gardée, que je vous ai tendu, parce que cette problématique-là, elle repose sur une logique qui marche assez bien au concours de Sciences Po, c'est-à-dire une logique qui consiste à mesurer à quel point un concept s'applique à la réalité. C'est-à-dire à quel point le concept, qui est théorique, hein, l'économie monde, ça a été fondé par un historien, c'est théorique, à quel point ça s'applique à la réalité de ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, la problématique n'est pas excellente, c'est pour ça que je l'ai mise en premier, parce que du coup, le concept d'économie monde, il s'applique assez bien à la Grande-Bretagne. En revanche, si vous aviez eu par exemple l'économie monde américaine, ou même l'économie monde multipolaire, là vous auriez pu poser cette problématique-là. Donc du coup, je vous donne deux autres problématiques pour deux autres sujets potentiels, ça me fait plaisir. Dans quelle mesure peut-on dire que les États-Unis sont une économie monde durant le XXe siècle? Bah, ça c'est intéressant, parce que finalement, ils ne reprennent pas tous les ressorts. En revanche, nous, on va revenir sur l'économie monde britannique, et je vous donne donc une idée de solution. Et pour comprendre cette idée de solution, je vous ai sélectionné deux cartes qui ont été produites d'ailleurs par le Centre de cartographie de Sciences Po, c'est pour vous dire si ça correspond bien. En l'occurrence, c'est une carte des principales routes maritimes dans le monde en 1860. C'est assez intéressant de voir, on ne va pas rester des heures dessus, mais que Londres est évidemment en plein cœur des échanges, premier élément à voir, ça déjà ça permet de réfléchir, et ensuite que les échanges à travers le Pacifique sont extrêmement réduits à ce moment-là. Une fois qu'on a bien regardé cette carte et qu'on l'a bien en tête, on avance un peu dans le temps et on arrive en 1912. Première chose qu'on voit, si on est un peu observateur, c'est qu'il y a un énorme développement des échanges maritimes. Mais en plus de ça, on voit le développement énorme, très important, des échanges à travers le Pacifique. Et là, c'est là toute l'intelligence et c'est là la différence entre une copie de niveau lycée et une copie de niveau Sciences Po. Le futur élève de Sciences Po, le futur étudiant à Sciences Po, il se dit pas « Ah bah ça veut dire que maintenant c'est l'économie monde américaine ». Non, il se dit « D'accord, on voit bien un développement important des routes à travers le Pacifique, on voit un développement très important de la côte est des États-Unis. Néanmoins, Londres reste au cœur des échanges mondiaux à ce moment-là. Londres reste important ». Ça c'est un petit point que je voulais vous signaler, c'est qu'il faut bien être malin en histoire. Il y a une continuité dans les processus. Et l'économie monde britannique, quand elle est remplacée, entre guillemets, hein, par l'économie monde américaine, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, Londres n'a plus aucun intérêt dans le monde et que Londres n'a plus aucune puissance. Pour vous prouver ça, un exemple de problématique. En quoi le Royaume-Uni a-t-il impulsé des fondements économiques nouveaux qu'il a su dominer, premier point, mondialiser, et enfin se voir ravir entre 1850 et les années 1920? Cette problématique, elle s'inscrit dans une logique qui fonctionne bien parce que Sciences Po fournit, je vous conseille d'ailleurs à la fin de ce live d'aller regarder sur le site, vous avez des exemples de bonnes copies qui sont données pour chaque sujet. Et ça, c'est assez pratique quand on est dans une logique de préparation à un concours. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de bonnes copies ont ce type de problématiques qui sont des problématiques assez précises et en même temps assez descriptives. Du coup, celle-là, elle est intéressante parce que vous vous doutez bien qu'à une question comme celle-là, qui reste néanmoins simple et rapide, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc, c'est assez efficace et c'est assez pratique. Qu'on soit bien clair là-dessus, maintenant qu'on a vu ce que pouvait donner une problématique et qu'on l'a intégrée, il faut que je revienne vous voir les yeux dans les yeux pour vous le dire, il faut toujours que vous ayez en tête différents éléments. Une question simple
qui commence par en quoi ou dans quelle mesure, sachant que vous pouvez aussi la faire commencer par comment, mais à titre personnel, je trouve ça un peu plus risqué. Et une question à laquelle la réponse va être compliquée, c'est-à-dire à laquelle on va répondre par le plan. Alors je sais que les problématiques c'est assez difficile, en même temps si vous réfléchissez bien, et ça je vous le dis, ça reste un peu entre nous, mais si vous réfléchissez bien, les sujets au concours de Sciences Po, il n'y en a pas des milliers dans la mesure où ils reprennent les intitulés du programme. Du coup vous pouvez commencer déjà à réfléchir ou à les regarder pour trouver des problématiques qui collent pour chaque sujet. Attention néanmoins, si le jour du concours, c'est pas l'intitulé exact, à pas partir justement hors sujet, mais ça vous arrivera pas parce que vous suivez les conseils de Live Academy et donc que vous savez que la première chose qu'il faut faire quand on reçoit le sujet, c'est de dire de quoi est-il question exactement. On avance maintenant ensemble vers un nouveau conseil, conseil lui aussi, alors de toute façon je ne vais pas le dire à chaque fois, conseil fondamental, mais qui vient à la suite de la problématique, et ce conseil, il concerne le plan. Soignez, s'il vous plaît, soignez votre plan. S'il vous plaît, faites un plan efficace, un plan qui progresse, un plan qui a un début, un milieu et une fin. C'est-à-dire un plan, alors à l'heure actuelle à Sciences Po, c'est plutôt des plans en 3 parties. C'est ça qui fonctionne le mieux, ça rejoint d'ailleurs la tradition universitaire française, qui est une tradition en 3 parties. Donc, ce plan en 3 parties, il n'y a finalement que 2 manières de le faire, contrairement à ce qu'on pourra vous dire et à ce que vous pourrez lire. Et ces 2 manières, les voici. La première, c'est le plan chronologique. Alors, je sais que dans certains cours, dans certains sites internet, sur certains sites internet, vous allez voir, oui, le plan chronothématique. Qu'on soit bien clair, il n'y a aucune chance à Sciences Po d'avoir une bonne note en faisant un plan uniquement chronologique, c'est-à-dire en faisant un plan qui déroule les événements les uns à la suite des autres. Le plan, c'est un raisonnement, ce que je vous ai dit, avec finalement une analyse. Si vous racontez tout à la suite, il n'y a pas d'analyse. Donc, quand je vous parle d'un plan chronologique, c'est un plan où les 3 grandes parties, le grand 1, le grand 2 et le grand 3, sont chronologiques, distinguent 3 périodes. Mais à l'intérieur de ces 3 grandes parties, excusez-moi, je suis passé au plan thématique, à l'intérieur de ces 3 grandes parties, vous allez distinguer des sous-parties thématiques. Vous allez distinguer, si vous prenez une première période, par exemple pour la Grande-Bretagne, vous prenez 1850-1880, vous n'allez pas raconter par le menu à la suite, ah en 1851 il s'est passé ça, 52 il s'est passé ça. Ah non, vous doutez bien que c'est pas comme ça qu'on a une bonne note à Sciences Po, c'est comme ça qu'on a une bonne note en 3e à la limite. Là en l'occurrence, ce que vous allez faire c'est distinguer des sous-parties thématiques en disant ah bah voilà la puissance économique de la Grande-Bretagne elle repose sur le libre-échange, elle repose sur les conditions favorables dont bénéficie la Grande-Bretagne en 1850, sur sa tradition commerciale, on y reviendra. Petit point important, en fait les plans comme ça, chronologiques avec des sous-parties thématiques, c'est des plans qui sont très efficaces quand vous avez des sujets sur des longues périodes, des sujets qui concernent donc un temps long comme justement les économies mondes, la croissance depuis le milieu du 19e siècle, c'est assez efficace de distinguer 3 périodes et dedans 3 thématiques. A l'inverse, pour les sujets plutôt courts, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, le plan thématique s'avère très efficace. Par exemple, si vous avez un sujet sur l'expérience combattante dans la Première Guerre mondiale, sur la Seconde Guerre mondiale, ou si vous avez un sujet sur l'exposition coloniale de 1931, enfin les colonies françaises en 1931, vous n'allez pas raconter de façon chronologique ce qui s'est passé mois par mois en 1931. Vous allez forcément développer différentes thématiques. Mais évidemment, si vous faites un plan thématique, il faut intégrer de la chronologie, parce que l'histoire c'est ça, hein, montrer les évolutions et les ruptures dans une période, en les insérant dans une réflexion. Du coup, si vous mettez en place un plan thématique, il faut évidemment des sous-parties chronologiques, qui sont là assez faciles. Sachant que qu'on soit bien clair, quand vous avez un sujet au concours de Sciences Po, avant la conclusion, vous n'avez pas le droit de parler de ce qui se passe après. Vous avez le droit de parler de ce qui se passe avant parce que vous pouvez le relier au sujet en disant bah voilà, la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle a permis la domination du monde en 1850, ça c'est possible. En revanche, venir me parler de la Grande-Bretagne dans les années 80, enfin 1980, vous n'avez pas le droit de le faire avant la conclusion. Donc du coup, deux types de plans qui sont finalement assez efficaces à chaque fois et pas très compliqués à mettre en place. Donc on va se remettre comme d'habitude en situation et on se met en situation avec un exemple d'économie monde, l'économie monde britannique. À votre avis, on va commencer doucement, à votre avis là, face à votre ordinateur, quelle première période on pourrait distinguer? Sachant que nous ça va de 1850 à 1920, on va partir là-dessus, hein, on justifiera après. Quelle première période on peut distinguer dans l'économie monde britannique? Je vous laisse un instant pour y penser, ça viendra un peu plus automatiquement au fur et à mesure de l'année, mais ici, il faut bien voir que
non seulement il faut distinguer des périodes qui se justifient, c'est-à-dire où il y a des vrais bascules, des vrais moments de rupture, et puis en même temps, il faut être malin, c'est un concours, il faut que vous soyez capable d'avoir autant de connaissances à valoriser dans chaque grande partie. Donc à vous de faire voilà, cet ajustement entre d'un côté un plan justifié d'un point de vue historique, purement, et un plan qui fasse plaisir au correcteur où dans chaque grande partie, dans chaque sous-partie, il y ait des connaissances, il y ait des analyses intéressantes. Parce que si c'est pour faire des super justifications de rupture chronologique, mais arriver avec une troisième partie qui fait 3 lignes parce que vous ne connaissez rien, bah forcément la note sera moins bonne. Bon, maintenant que vous avez eu 2 secondes pour y penser, on va passer à cette première partie. Alors, à titre personnel, j'ai choisi de mettre une rupture dans les années 1880, avec un très joli titre d'ailleurs, du berceau de l'industrialisation à l'atelier du monde. Pourquoi une rupture dans les années 1880 ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les années 1880, c'est le début d'une forme de ralentissement. Vous savez qu'il y a une grande crise qui éclate en 1973 et qui va marquer l'Europe pendant des décennies. La Grande-Bretagne est à la tête d'un immense système de libre-échange, forcément. Elle est violemment touchée. C'est le moment aussi, des années 1880, où il commence à y avoir un ralentissement de la croissance qui pourtant marquait le modèle britannique. Du coup, ça peut être une bonne rupture. En plus, ça permet de faire une première partie où on parle des éléments qui précèdent, cette période qui précède les années 1850-1880, en évoquant toute la construction du libre-échange en Grande-Bretagne avec des philosophes. On peut parler d'Adam Smith. On va le faire ensemble. Une fois qu'on a distingué cette première période, donc bien soigner son plan en étant sûr de où ça commence, où ça se termine et de quoi on peut parler dedans, on passe à une deuxième partie, deuxième rupture chronologique, qui elle forcément va commencer en 1880 et va durer, non pas jusqu'à la fin du sujet, mais il faut trouver une autre rupture. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour ce grand moment de suspense. La deuxième partie, fort logiquement, 1880-1900. Et là, c'est plutôt une réflexion qui va être sur l'impérialisme, c'est-à-dire sur la volonté de la Grande-Bretagne d'imposer son modèle, que ce soit par la force ou par un système économique bien rodé. Et donc, cette deuxième partie-là, elle va jusqu'en 1900. Alors, pour justifier la rupture en 1900, vous pouvez utiliser différentes dates. Le fait que la reine Victoria, vous savez, on a parlé du grand boom victorien qui commençait avec son arrivée au pouvoir en 1837. Le fait que la reine Victoria meure en 1901 est un argument qui est assez intéressant, qu'il soit symbolique ou même dans les faits. Forcément, alors là pour le coup j'avance parce que pas de suspense, 1900-1920, le déclin relatif de la puissance britannique. Attention au terme relatif, très important, je vous l'ai dit, il n'y a pas un remplacement de l'économie monde britannique par l'économie monde américaine. Il y a un déclin qui commence, mais où on continue à conserver une forme de puissance au niveau international. Du coup, ici, vous avez 3 parties qui sont équilibrées d'un point de vue chronologique, qui sont justifiées, c'est-à-dire qu'elles commencent à un moment et il y a vraiment un moment de bascule. Quand je dis un moment de bascule, c'est pas au jour près, hein. Ça peut être sur une décennie, notamment sur les sujets qui sont les plus longs. Donc, je reviens vous voir pour vous dire donc, c'est pour résumer un petit peu ce conseil, ce 4e conseil sur le plan. Un plan peut être chronologique avec des sous-parties thématiques, il peut être thématique avec des sous-parties chronologiques, et il faut toujours veiller à bien justifier ces parties et à bien le montrer au correcteur pour qu'il voit qu'il y a une vraie volonté de construire un raisonnement, parce que c'est là-dessus qu'elle va jouer la note, et c'est là-dessus que vous allez gagner des points. Seulement, évidemment, pour que le correcteur il s'en rende compte, le correcteur il n'est pas sur votre brouillon, il ne voit pas ce qu'il y a marqué. Donc du coup, le correcteur, il doit à tout prix voir ce que vous avez fait, voir ce que vous avez produit. Et ça se joue dans un moment. Alors les élèves que j'ai en cours savent que c'est une véritable obsession chez moi, mais parce que je sais que les bonnes notes, elles se jouent là, elles se construisent à ce moment précis de la copie, c'est l'introduction. Ça nous conduit donc à mon conseil numéro 5. S'il vous plaît, ne passez pas à côté de l'introduction. Vous jouez très gros sur l'introduction, parce que c'est la première chose que lit le correcteur, et que, qu'il le veuille ou non, consciemment ou non, le correcteur à la fin de l'intro, il sait déjà, de près ou de loin évidemment, comment va être la copie. On ne fait pas de bonne copie sans une bonne introduction. On peut faire des copies nulles après une bonne introduction, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Mais ce qui est certain, c'est que la copie sera jamais bonne si votre introduction est nulle. Donc, pour réussir cette introduction, 7 étapes fondamentales, les voici. Alors, vous pouvez... Je ne sais pas trop si c'est de la triche au concours de Sciences Po, mais vous pouvez vous les faire tatouer sur le bras pour les retenir. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'en suis extrêmement heureux. Ces étapes, ce sont les suivantes. Accroche, donc forcément, on donne envie au correcteur de lire le sujet, de quoi on va parler. Définir les concepts, ça on l'a vu. Définir les bornes chronologiques, les bornes géographiques. Évidemment, une tension, montrer ce qui rend le sujet intéressant. Alors évidemment, c'est un petit peu artificiel parce que je me doute que vous n'avez pas des problèmes pour vous endormir tellement vous posez des questions sur l'économie monde britannique. La problématique.
fameuse question simple à réponse compliquée. On annonce son plan, ça c'est super important parce que c'est le moment où vous allez dire au correcteur, voilà la réflexion que j'ai menée, même si encore une fois, on se doute bien que vous n'étiez pas en train de penser sous un arbre, mais quand même, voilà la réflexion que j'ai menée. Et la transition en douceur, une fois que là le correcteur est séduit, il est conquis, il a qu'une envie, c'est de vous mettre 20 sur 20, et ben vous l'emmenez tranquillement vers votre première partie. Évidemment, c'est cette partie-là, ces sept étapes-là, elles sont un petit peu abstraites, donc remettons-nous en situation, et on commence avec une première accroche. Une accroche, moi je vous en ai sélectionné une parce que ça me fait plaisir et parce que j'aime beaucoup les accroches. Donc je vous ai mis sur le côté le magnifique faciès de Walter Raleigh, qui est un écrivain et explorateur britannique du XVIe siècle. Alors ça c'est l'accroche un peu champagne, c'est-à-dire que là le correcteur il va avoir tout de suite une grande admiration pour vous, surtout s'il n'a jamais entendu parler de cet écrivain et explorateur, qui a dit, et ça c'est très intéressant, qui tient la mer tient le commerce du monde, qui tient le commerce tient la richesse, qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même. Ici, cette accroche, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est quand même assez champagne, c'est qu'elle contient deux éléments fondamentaux dans le travail de développement que vous allez faire. Le premier, c'est la dimension thalassocratique du régime britannique. La puissance de la Grande-Bretagne, elle repose en grande partie sur sa domination des mers, et cette domination des mers, elle va durer encore, et elle existe depuis assez longtemps. Et l'autre élément, c'est le poids du commerce dans la politique, c'est-à-dire le poids du libre-échange, le poids de la puissance et de la production britannique dans cette domination qui finalement va en faire une véritable économie monde. Donc ça c'est une première accroche. Les accroches ça peut être des éléments culturels, ça peut être des films que vous avez vus, des livres que vous avez lus. Alors si vous citez des films, si vous citez des livres, essayez de prendre des auteurs hyper connus parce que voilà, si votre petit cousin a écrit un livre sur l'économie monde britannique, d'abord félicitez-le parce que c'est assez impressionnant et en plus de ça il n'est pas forcément connu du correcteur et donc du coup il peut penser que vous êtes un peu mythomane. Si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans l'expédition, dans l'accroche culturelle parce que vous trouvez que la plume sur le chapeau de Walter Raleigh c'est pas top, vous pouvez utiliser une autre forme d'accroche qui est le fait d'utiliser un élément symbolique. Ici moi j'ai choisi d'une part de vous mettre une très jolie image du dessinateur, enfin de l'illustrateur français Gustave Doré qui représente Londres juste à côté de la cathédrale Saint-Paul en 1872, mais surtout l'élément fondamental c'est l'ouverture du premier métro du monde à Londres en 1863. Londres c'est le cœur de l'économie monde parce que dans une économie monde il faut qu'il y ait un cœur tout puissant qui attire l'œil et qui attire l'admiration. Et donc la création du premier métro, forcément, ça fait de Londres la ville extraordinaire. Et vous allez voir que les Britanniques jouent beaucoup sur la beauté de Londres, sur la grandeur et la puissance de Londres pour mettre en valeur leur puissance économique. Donc du coup là on a un autre type d'accroche qui est un peu différent mais qui permet de montrer qu'on veut rentrer dans le sujet en disant voilà, c'est une économie monde parce qu'il y a ce centre tout puissant qui exerce son influence sur le monde entier. Une fois que vous avez accroché le correcteur, alors là je peux vous dire que si vous envoyez une citation de Walter Raleigh, là il est en train de trembler tellement il a envie de lire la suite, vous lui donnez le sujet, vous reliez ça, vous mettez bien le sujet, alors pas forcément en entier, mais juste vous citez l'économie monde britannique, histoire de dire je sais que je suis dans le sujet, je sais de quoi on va parler. Et comme vous avez donné le sujet, vous pouvez très facilement ensuite définir les termes du sujet. C'est pour ça que je passe maintenant à cette photographie de monsieur Fernand Braudel. Alors vous vous en rendez pas compte, mais Fernand Braudel c'est un peu le Taylor Swift de l'histoire au XXe siècle, c'est un peu notre petite star à nous, même si bon, il est mort maintenant depuis quelques années, puisqu'il est mort en 1985. Pourquoi c'est une star immense, Fernand Braudel, au-delà du fait qu'il avait quand même un certain swag avec sa cravate tricot, c'est parce qu'il a développé différents concepts. Parmi ces concepts, l'économie monde, il en a développé d'autres. Alors à l'origine, ça c'est intéressant, à l'origine, c'est pas du tout un historien spécialiste de la Grande-Bretagne ni rien. En fait, Fernand Braudel, il a fait sa thèse sur la Méditerranée au tout départ, une thèse qui a vraiment fait beaucoup de bruit, la Méditerranée au temps de Philippe II, en fait la Méditerranée au XVIe siècle, et il a commencé à travailler sur le temps long, il a commencé à travailler sur les longues évolutions dans le temps avec une grosse influence de l'histoire économique, et ensuite, quelques années plus tard, il a développé le concept d'économie monde, mais dans un ouvrage qui va du XVe au XVIIIe siècle. Donc c'est intéressant parce que c'est un concept qui n'a pas été forgé sur le sujet sur lequel vous allez l'utiliser. Ça, c'est des choses à savoir. Je vous remets donc la définition que je vous avais donnée qui reprend peu ou prou ce qu'en disait Fernand Braudel. C'est donc l'économie monde, c'est un effet d'entraînement et de domination d'un État, la Grande-Bretagne, sur l'ensemble de la planète à laquelle il impose son modèle économique, financier et culturel. Ça, il faut le dire dans l'introduction. Il y a beaucoup qui se jouent là-dessus. Si vous n'êtes pas clair sur votre définition pendant toute la copie, le correcteur va se dire « Ah oui, mais c'est flou, je ne sais pas exactement ce qu'il entend par économie monde. » Donc, le jour où vous passerez le concours de Sciences Po, s'il vous plaît,
pensez à cette remarquable photo de Fernand Braudel que vous pouvez vous faire tatouer sur l'autre bras si vous voulez, comme ça vous aurez vraiment les deux éléments de l'introduction. Et pensez à lui, pensez au travail qu'il a fait parce que il avait un respect méthodologique très important. Les définitions, ça ne s'arrête pas là parce que là on a défini le terme fondamental du sujet, mais c'est pas tout. Il faut aussi définir les bandes chronologiques. Et là, je vous ai fait l'immense honneur de vous mettre une image charmante de la reine Victoria. Parce que c'est grâce à elle qu'on commence ce sujet. Comme vous pouvez le voir, elle a l'air tout aussi décontractée que Fernand Braudel sur la photo d'avant. Vous mettez les bornes clairement. Le début du sujet, reine Victoria ou alors les Cornlaws, on va en reparler. Et la fin du sujet. Ça se termine avec l'émergence des États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, rapidement ici, l'ensemble de l'Empire britannique, vous mettez juste une toute petite phrase, parce que il ne faut pas non plus s'attarder dessus, mais juste pour dire que vous avez conscience qu'on ne parle pas que de Londres, Liverpool et Newcastle. On parle quand même d'une économie monde, parce qu'elle repose aussi sur une domination politique qui s'étend sur le monde entier. Ces définitions-là, c'est vraiment le cœur du sujet. En fait, le maître mot ici, c'est l'efficacité. Il faut que ce soit rapide, clair, concis, précis. Il faut faire les choses bien, et ça, vous allez le voir, ça vient qu'avec un peu d'entraînement. Parce que l'introduction, elle ne doit pas être trop longue non plus. Ensuite, on passe à la tension. La tension, donc ce qui fait l'intérêt du sujet. Alors là, j'en ai mis différentes, sachant que la tension, qu'on soit bien clair, là j'ai mis des questions pour que vous compreniez. La tension, c'est pas une question. La seule question dans l'intro, c'est la problématique. Comme ça, on est sûr que le correcteur comprenne. La tension, c'est de se dire, voilà, pourquoi le Royaume-Uni est une économie monde? Comment ça se fait qu'ils aient perdu leur statut? Comment ça se fait qu'ils aient pas réussi à continuer leur domination? Est-ce qu'ils ont fait eux des erreurs? Est-ce que c'est le monde qui a changé? Est-ce que c'est la guerre qui a tout modifié? La tension, elle va se trouver là. Donc si vous devez la formuler dans votre sujet, vous allez faire une phrase donc qui sera pas une interrogation, vous allez faire une phrase qui développe cette idée qui va dire on observe qu'au milieu du 19e siècle et même jusqu'à la fin du 19e siècle, la Grande-Bretagne jouit d'une puissance absolument énorme et surtout qu'elle a asservi à son modèle économique le monde entier. Il est intéressant de s'interroger pour comprendre ce qui a bien pu permettre aux États-Unis de dépasser cette économie monde britannique. Et ça, forcément, la tension, encore une fois, tout en douceur. Le correcteur, on le prend par la main et on le promène tout au long de l'introduction dans la joie et la bonne humeur. Et là, c'est le moment d'apothéose, le moment où le correcteur tombe officiellement amoureux de vous pour toujours. Vous donnez votre problématique qui découle de cette tension qui elle-même découle des définitions qui sont à la suite de l'accroche. Vous voyez comme ça se fait, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit fluide. Le terme fluidité est très important ici. Bon, la problématique, je vous l'ai déjà donnée. Donc je vais pas la répéter, vous la connaissez. Mais donc du coup, c'est à ça qu'on va répondre. Et enfin, une fois que vous avez donné votre problématique, vous allez annoncer votre plan. Annoncer son plan. Alors, pour annoncer son plan, là c'est le moment où vous pouvez un peu oublier la fluidité et prendre un peu vos gros sabots. L'idée de l'annonce de plan, c'est vous devez faire comprendre au correcteur quel est votre grand 1, quel est votre grand 2, quel est votre grand 3. Et donc du coup, quitte à être lourd, il faut vraiment que ce soit clair pour lui. Il faut que le message passe. Parce que le correcteur, il n'est pas dans votre tête, donc il ne sait pas exactement ce que vous pensez, ce que vous voulez dire. Donc là, il faut être bien précis. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un petit exemple un peu efficace, un peu pratique pour que vous voyez comment on peut faire. Il est tiré d'une copie de Sciences Po. Alors regardez ça. Avec le grand boom victorien de la révolution industrielle, le Royaume-Uni devient la première puissance économique mondiale. Voilà, là on sait qu'il y a une première partie, c'est même marqué par un point virgule, ça dit vraiment voilà le début de la première partie, enfin le début de la réflexion. Ils fondent ainsi une véritable économie monde grâce à un impérialisme à la fois politique et économique. Voilà, là on a le grand 2, et ensuite, encore une fois l'apothéose, mot de liaison, cependant au début du XXe siècle, l'économie monde britannique voit sa puissance s'effriter. Là pour le coup, vous êtes dans une... Là, pour l'instant, vous êtes dans une situation où vous vous dites j'arriverai probablement pas à faire ça, j'arriverai probablement pas à avoir ça ou le correcteur ne comprendra pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que vous pouvez être plus lourd que ça. Vous pouvez par exemple mettre vous pouvez mettre par exemple les dates que vous avez choisies pour bien montrer, voilà, il y a des évolutions, il y a des choses. Ça, vous pouvez le faire sans problème. Vous mettez ça, ça vous permet d'assurer auprès du correcteur que vous avancez bien. Et puis au fur et à mesure, quand vous aurez plus de maîtrise, que vous serez un peu plus en place, vous pourrez atteindre ce niveau remarquable, comme vous pouvez le voir, de fluidité. Dernier élément sur ce conseil, c'est un conseil qui est assez solide dans l'introduction, mais c'est parce que je veux que ce soit bien maîtrisé par tout le monde. La transition, je vous ai mis un exemple. Pour comprendre les raisons de ce relatif déclin, il faut d'abord souligner les fondements de la puissance britannique. Ça, vous pouvez le mettre à la fin de l'introduction, c'est cette transition, sachant que la formulation
pour comprendre, il faut, nanana, elle est très efficace parce qu'elle montre bien. En gros, ça veut dire, pour arriver à la fin de ma réflexion, il faut d'abord que je commence en vous disant sur quoi repose la puissance britannique. Cette transition-là, elle est assez utile parce qu'elle permet au correcteur voilà, de passer de l'annonce du plan de façon pas trop brutale à la réflexion qui est en train de se lancer. Sachant que je vous le dis, deux choses importantes, je vais repasser en plein écran pour vous le dire. Deux choses assez importantes. La première, c'est qu'il faut bien comprendre, et je le sais, qu'il y a différentes méthodologies d'introduction. Il y a des profs qui disent, vous ne faites pas d'accroche, vous ne mettez pas le sujet, vous ne mettez pas la transition et tout. Moi là, je vous donne un exemple. C'est un exemple, je sais qui fonctionne. Je sais que ça marche parce que j'ai formé plein de candidats qui ont eu des super notes au concours de Sciences Po en faisant ça. Après, je ne suis pas un con furieux, je ne vais pas venir vous retrouver chez vous si vous ne faites pas votre transition à ce moment-là. Il n'y a aucun problème. C'est un exemple que je vous donne. Sachant que, naturellement, et je trouve qu'intellectuellement c'est plus logique, on met généralement la transition dans la partie qui précède. C'est-à-dire que la transition veut dire, voilà, j'ai terminé de dire ça, je passe à autre chose. Donc ça me paraît plus logique de faire ça. Donc, petit rappel sur les 7 éléments de l'introduction, parce qu'il faut quand même que ce soit bien clair pour tout le monde. Accroche, ensuite on annonce le sujet. Très important. Ensuite, on définit les termes, les bornes chronologiques, les limites géographiques. Une fois qu'on a bien fait ça, on montre la tension, l'intérêt du sujet. On pose la question problématique. Une fois qu'on a posé la question avec la problématique, on annonce le plan pour y répondre. Transition pour passer à la suite du sujet. Du coup, on est ici on est ici à la fin de l'introduction. On a bien mis en place le sujet. Et là, normalement, vous vous en rendez pas forcément compte ici, mais en fait, tout est joué. Si vous avez bien défini le sujet, c'est-à-dire c'était le premier conseil, hein, mais si vous gérez bien votre temps, que vous n'avez pas fait de hors-sujet, que vous avez trouvé une bonne problématique, que votre plan est efficace et que votre introduction elle roule, là, c'est bon, c'est gagné, c'est joué, mais tout est joué pour vous et vous êtes dans la meilleure des situations. Donc du coup, je vais passer maintenant à 3 derniers conseils qui sont un peu plus dans le vif du sujet pour vous montrer à quel point, quand on a mis en place ces bonnes choses efficaces, tout se passe facilement. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, n'hésitez pas si je vais trop vite, si j'oublie des choses, si je ne suis pas assez clair sur un point, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à poser des questions en dessous du chat dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir au cours de ma réflexion ou même à la fin, je prendrai quelques instants en plus pour vous répondre. Du coup, on avance et on passe maintenant à un autre conseil, le conseil numéro 6, soyez efficace. Alors là, j'ai envie de vous dire, soyez efficace par pitié et je vais vous montrer de façon très claire ce que j'entends par efficacité. J'entends, alors en l'occurrence ici, j'entends Lucky Luke, mais j'aurais pu mettre plein d'autres images. J'aurais pu mettre Cristiano Ronaldo devant le but, j'aurais pu mettre énormément de choses très faciles. L'efficacité, c'est quoi? C'est dans votre développement de la précision. On perd pas de temps et on valorise à fond ses explications. Lucky Luke, quand il tire, il va même parfois utiliser une seule balle pour faire tomber 15 personnes. Bah vous, c'est la même chose. Il faut valoriser ce que vous connaissez, valoriser ce que vous avez en tête, valoriser vos exemples, valoriser vos réflexions, valoriser tous les noms que vous connaissez. Et pour ça, il faut être d'une immense efficacité. Comment on est efficace? On est efficace quand on a compris le système des idées directrices. Qu'est-ce que j'entends par une idée directrice? On a dit qu'il y avait 3 grandes parties et que dans ces grandes parties, on faisait 2 ou 3 sous-parties. Chaque sous-partie, elle est guidée par une idée. Elle est guidée par un élément et cet élément, en fait, cette fameuse idée directrice, elle répond à la problématique en développant la grande partie. Donc ça veut dire que chaque exemple, chaque information, chaque date, chaque chiffre, tout ce que vous allez mettre, il faut que ce soit relié à une idée directrice. Il faut que ça s'intègre finalement, que ce soit une sorte de preuve de ce que vous avancez. Et donc du coup, une sous-partie, elle est là pour soutenir une idée. Et dans cette sous-partie, vous pouvez avoir des idées un peu plus précises, un peu moins larges. Et ben, à chaque fois que vous donnez une idée un peu moins large, un ou plusieurs exemples, toujours reliés à l'idée, transition vers un paragraphe ensuite, et ainsi de suite. C'est-à-dire, dans la grande partie, j'ai une sous-partie. Dans cette sous-partie, je vais avoir 1, 2 ou 3 paragraphes selon ce que vous savez. Mais je ne mets jamais de connaissances. Vous voyez bien que l'exemple, il est inséré entre l'idée et la transition. Donc, je commence ma sous-partie. Vous allez voir, on va se mettre en situation pour que vous compreniez très clairement ce que je suis en train de vous dire. Vous commencez la sous-partie en disant, là, je vais parler de ça. Ensuite, vous commencez votre paragraphe, sans forcément d'ailleurs revenir à la ligne, en disant, pour pouvoir parler de ça, il faut quand même dire qu'il s'est passé ça, point. Et là, hop, exemple pour détailler. Du coup, je vais vous montrer ça.
Je vais vous montrer comment ça marche, vous allez voir que c'est pas très compliqué. On prend un premier exemple. On est dans le grand 1 du berceau de l'industrialisation à l'atelier du monde. Et la première sous-partie, que vous pourrez recevoir d'ailleurs, si vous vous inscrivez à Live Academy, vous allez pouvoir recevoir le corrigé complet de ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est pour ça que je rentre plutôt sur une approche méthodologique que sur le déroulé des événements qui ne seraient pas très intéressants pour vous et que vous pouvez lire. Du coup, première sous-partie, des conditions favorables à l'expansion économique. Ça veut dire qu'en gros, là, l'idée directrice, c'est de dire, en fait, s'ils sont si puissants, nos amis britanniques, c'est parce qu'ils se sont mis dans les bonnes conditions pour pouvoir dominer économiquement le monde. Donc ça, c'est l'idée générale. Mais dans cette idée générale, il y a différents éléments. Et parmi ces différents éléments, il y en a un notamment sur le fait que le Royaume-Uni réunit des conditions nécessaires au développement économique, mais surtout au développement industriel. En gros, il faut dire, dès 1850, la Grande-Bretagne, elle a déjà une industrie extrêmement puissante. Elle a déjà une industrie qui est parfaitement en place. Et là, du coup, exemple, en 1840, donc au début du sujet, l'industrie textile britannique emploie déjà 300 000 travailleurs. C'est absolument énorme par rapport à la population britannique et surtout par rapport à la population active britannique de l'époque. Et donc, du coup, au lieu de commencer votre sous-partie en disant « Ah bah dès 1840, l'industrie textile britannique emploie déjà environ 300 000 personnes », ça, ce serait une mauvaise utilisation de l'exemple. Vous l'insérez pour prouver une idée que vous avez, c'est-à-dire l'industrie britannique est déjà très forte. Et avec ce même exemple, avec cette même connaissance, si vous le mettez comme ça juste pour raconter, juste pour décrire, vous n'aurez aucun point. Alors que si vous le faites comme ça, vous allez valoriser votre copie et vous allez avoir plein de points, vous allez gagner plein de points. Faites-moi confiance. Du coup, très important de valoriser sa copie et de valoriser ses exemples. Parce que finalement, cette dimension industrielle, ça veut dire qu'en gros, au milieu du 19e siècle, les Anglais, ils bossent déjà tous dans des usines, ce qui accroît énormément leur puissance économique. Pour vous donner une idée, à la fin du 19e siècle, en Angleterre, il y a 9 personnes sur 10, 9 travailleurs sur 10 qui sont salariés. Ça veut dire qu'ils travaillent dans une entreprise et qui bossent pour un patron. En France, à la même période, c'est un peu moins de 6 sur 10. Parce qu'en France, il y a une continuité du travail individuel dans des petits ateliers en parallèle, sans que ce soit vraiment professionnel, sans que ce soit vraiment pour un patron. On n'est pas toujours payé, on ne le fait pas toujours, on fait ça en plus des travaux agricoles. Et vous voyez bien là la différence entre deux systèmes. D'un côté, une énorme puissance mise au service du libre-échange en fait, et de l'autre côté, l'économie française qui est beaucoup plus mêlée, beaucoup plus agricole, surtout à cette période-là, alors que l'Angleterre est quand même passée à un développement industriel très important. Et du coup, là, on a voilà, la preuve que la Grande-Bretagne réunit ici toutes les bonnes conditions. Mais en plus de ça, il y a un autre élément qui montre que l'économie monde britannique se fonde dès cette période-là. Et cet élément-là, donc là en l'occurrence c'est le C dans le plan, c'est le libre-échange. C'est-à-dire le fait que les théories libre-échangistes soient relayées et développées par la Grande-Bretagne. Et le coût du libre-échange, c'est vraiment le fondement de la puissance britannique. Je vous ai mis différents exemples. Je commence par celui-là et puis après je préciserai peut-être un petit peu. Là, ce que vous voyez, c'est que donc l'idée générale, c'est de dire mais c'est grâce au fait que les États-Unis construisent une économie partout dans le monde qui est fondée sur cet échange libre entre les pays, qui sont aussi puissants. Pour le prouver, ici, vous pouvez utiliser l'exposition universelle de 1851. C'est la première exposition universelle de l'histoire de l'humanité. Et pendant cette exposition universelle, il y a vraiment un mot d'ordre des organisateurs qui est de mettre en valeur la puissance britannique et de mettre en valeur justement l'échange entre les pays. Et en fait, ce libre-échange-là, il repose sur les théories d'ailleurs d'économistes et philosophes britanniques que sont Adam Smith à la fin du XVIIIe siècle ou David Ricardo au début du XIXe. On voit bien que c'est la Grande-Bretagne qui fonde ça. Et l'exemple de l'exposition universelle, on peut même le préciser encore parce que à l'exposition universelle, déjà il y a eu énormément de visiteurs, ça a été un grand succès, mais même si ça a été un grand succès, il ne faut pas oublier que l'entrée était à 1 shilling. Alors là, vous ne vous rendez pas forcément compte de ce que ça représente, mais en fait, 1 shilling, c'était impossible de payer ça juste pour aller assister à cette exposition et voir les différents stands qu'il y avait dedans. Pour un ouvrier, en fait, les personnes qu'on voulait séduire, c'était les artisans, c'était les travailleurs indépendants, c'était en fait ce qui commençait à constituer une forme de classe moyenne. Pourquoi? Parce que ce libre-échangisme-là, cette volonté d'inscrire le monde entier dans un même système économique, elle était, on voulait la reine, enfin toute la Grande-Bretagne à ce moment-là, et tous les patrons de la Grande-Bretagne voulaient que toute la population suive dans cette logique du système de libre-échange. Et donc ça c'est un bon exemple qui est intéressant, qui est efficace et qui vous permet, au lieu de balancer juste que vous savez qu'il y a l'exposition universelle au début, vous l'insérez dans cette réflexion-là.
De la même manière, si vous n'avez pas commencé sur les fameuses Corn Laws, alors les Corn Laws, c'est en 1846, la Grande-Bretagne décide après de nombreux échanges, de nombreuses tractations, excusez-moi, d'enlever des droits de douane, c'est-à-dire donc ce qu'on rajoute pour importer des produits, pour les faire venir, elle décide d'abolir ces droits de douane sur les céréales. Et ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important pour l'économie monde de la Grande-Bretagne. Parce qu'en fait, ces droits de douane, ils avaient été mis au début du 19e siècle, et en fait, ils avaient été mis pour faire plaisir aux grands propriétaires terriens qui avaient des très très grandes exploitations agricoles, et donc on avait mis ces droits de douane-là pour protéger un petit peu leur production et empêcher la concurrence qui commençait à se développer, parce que vous savez que c'est la révolution industrielle, donc il y a les bateaux à vapeur, on commence à construire des canaux qui sont pratiques pour transporter les éléments, et donc du coup, ces lois-là, elles protégeaient un peu l'économie agricole britannique de la concurrence internationale. Et en fait, il y avait un grand débat entre, d'un côté, ces grands propriétaires terriens, souvent issus de l'aristocratie, et de l'autre, les grands patrons industriels qui commençaient à se développer. Et ben, en abolissant ces lois, le gouvernement montre bien, enfin le Parlement britannique montre bien que maintenant, la Grande-Bretagne va devenir l'atelier du monde. On va faire venir, parce que c'est moins cher grâce aux nouveaux moyens de transport, on va faire venir des matières premières d'Afrique, d'Amérique, d'Inde, d'Égypte. Ces matières premières brutes, on va les transformer, et une fois qu'elles sont transformées en Grande-Bretagne, on va revendre, notamment en Europe, notamment aux États-Unis, les produits manufacturés et en tirer un bénéfice. C'est ça le libre-échange pensé par la Grande-Bretagne. Donc voilà, je vous ai donné ici deux exemples de manière en fait de valoriser des idées, de valoriser plutôt des exemples et des connaissances que vous avez en les insérant dans une réflexion. Et c'est ça l'efficacité, c'est ne jamais rien mettre pour rien. Donc du coup, on avance et on passe au 7e conseil, ce que je suis un peu en train de faire d'ailleurs parce qu'il nous reste plus que 5 minutes. Finissez en beauté, terminez bien votre devoir, et pour bien terminer votre devoir, il faut réussir sa conclusion. C'est pour ça que je vous ai mis ce remarquable drapeau des États-Unis d'Amérique, parce que ce drapeau-là, il montre bien le passage de l'économie monde britannique à l'économie monde américaine. La conclusion, l'important c'est qu'elle existe, c'est dans tous les rapports de jury. Il faut conclure son devoir, c'est fondamental. Même s'il n'y a que 2 lignes dans votre grand 3 parce que vous êtes complètement à la bourre, parce que vous n'avez pas respecté le système des checkpoints dont on avait parlé dans le premier conseil, vous devez quand même faire une conclusion. La conclusion, elle fait quoi? Elle répond à la problématique, dans un premier temps, c'est tout à fait logique, hein, on a posé une question, on y répond. On reprend le plan pour détailler en fait un petit peu l'avancée de votre réflexion, et après vous faites une ouverture. Alors, l'ouverture ici, elle est très simple, elle est de dire, ce déclin britannique, elle ouvre la porte à ceux qui sont maintenant en train de prêter de l'argent à la Grande-Bretagne, à savoir les États-Unis. En ce qui concerne la réponse à la problématique, ici elle est assez simple, c'est que finalement les fondements de la puissance britannique, c'était cette industrie très puissante, cette marine très puissante, ce territoire très étendu, donc ça c'est les fondements de leur puissance, le système de libre-échange qui s'inscrit au niveau mondial et qui crée justement cette puissance britannique. Dans un deuxième temps, il y a, toujours pour répondre à la problématique et reprendre le plan, il y a un impérialisme britannique, c'est-à-dire une capacité à imposer ses volontés en reposant sur d'un côté ses colonies et de l'autre côté une grande puissance et un grand prestige à l'international. Et dans un troisième temps, il y a un déclin, même s'il est relatif, déclin qui est lié à des dissensions internes au cœur de l'Empire britannique. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le début des années 20, c'est la fin de la guerre d'indépendance, enfin la fin de la première guerre d'indépendance de l'Irlande et l'indépendance de l'Irlande, et surtout le début des années 20, c'est le moment où Gandhi en Inde commence à organiser les premières marches silencieuses et les premières protestations pacifistes contre la présence britannique. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Si vous devez faire votre ouverture, comme je vous l'ai dit, vous la faites sur les États-Unis, et ce sera mon dernier conseil, il va être lié à ce que je vais dire maintenant, et je vous regarde dans les yeux pour le dire. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Une fois que vous aurez fait vos tatouages de Fernand Braudel et des étapes de l'introduction, s'il vous plaît, ne posez pas de questions à la fin de votre devoir. Évitez les grandes envolées lyriques, évitez cette espèce de style plein d'émotions que certains essaient de mettre. Et pour vous le prouver, je vous le mets. Entraînez-vous à rédiger, c'est mon dernier conseil, peut-être celui que vous devrez retenir, à rédiger de manière sobre. C'est pour ça que j'ai barré sur cette image le visage du malheureux Alphonse de Lamartine, immense poète, mais dont vous devez vous éloigner au maximum dans une copie de Sciences Po, parce qu'on veut surtout pas que vous soyez larmoyant, on veut pas que vous en fassiez trop, donc du coup il faut un style sobre, il faut pas de questions extraordinaires à la fin de la conclusion. À côté de ça, orthographe, grammaire, surtout dans l'introduction, les noms propres, vous devez les connaître, vous devez être capable de vous entraîner.
et un vocabulaire précis. Ça passe par des définitions et puis ça passe pour pas utiliser des mots plutôt que d'autres. Alors ça, on en reparlera dans d'autres lives probablement, mais par exemple, le capitalisme, c'est pas la même chose qu'une économie libérale. Voilà, il y a des petits éléments de distinction. L'impérialisme, c'est pas la même chose que la puissance. Une république, c'est pas la même chose qu'une démocratie, c'est pas la même chose qu'un État, c'est pas la même chose qu'une nation. Il faut avoir un vocabulaire précis, il faut avoir les choses bien claires en tête pour pouvoir ne pas énerver le correcteur. Donc du coup, voilà, c'était donc ces 8 conseils de Live Academy pour réussir à coup sûr la composition à Sciences Po, hein, la composition de l'épreuve d'histoire. Je les reprends juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. Évitez à tout prix le hors-sujet. Alors ça, maintenant avec les méthodes qu'on a acquises, ça n'arrivera jamais. Évitez les problématiques sans intérêt. Soignez bien votre plan pour répondre à ces problématiques très intéressantes que vous allez mettre en place. Ne passez pas du tout, s'il vous plaît, à côté de votre introduction. Soyez efficace dans le développement. Sachez finir en beauté pour terminer avec la conclusion. Et ne vous prenez pas, si je vais le résumer comme ça, ne vous prenez pas pour Lamartine, ne vous prenez pas pour Chateaubriand. Soyez d'une précision chirurgicale dans votre rédaction. Du coup, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être prendre un instant pour répondre à certaines questions. J'ai une question ici de Paul. Pourquoi avoir ce sujet sur le Royaume-Uni? Je vois pas exactement ce que veut dire. Pourquoi avoir ce sujet? Ce sujet peut tout à fait tomber. Ce que je disais, il est tombé si c'est là le sens de la question, il est tombé en 2013. C'est tout à fait possible qu'il retombe maintenant. C'est possible aussi que vous ayez l'économie monde américaine. C'est un peu finalement c'est un peu des grands classiques, c'est les premiers. Il faut que vous compreniez bien qu'à Sciences Po, si on regarde précisément les sujets de composition qui sont tombés, vous avez très souvent, pas toujours, mais très souvent un sujet plutôt économique et social et de l'autre un sujet purement politique. Et donc du coup, les sujets économiques, il n'y en a pas des milliers, contrairement d'ailleurs aux sujets politiques. Et donc du coup, les sujets sur la croissance sont quand même assez fréquents. Alors ça peut être le sujet général sur la croissance depuis le milieu du 19e siècle, mais ça peut très bien être l'économie monde britannique, ça peut très bien être l'économie monde américaine, et ça peut très bien être l'économie monde multipolaire. Mais du coup là, avec les conseils que je vous ai donnés, évidemment, ils s'appliquent à tous les sujets que vous pouvez avoir à Sciences Po, à tous les sujets que vous pouvez avoir d'ailleurs en dissertation dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous les appreniez religieusement et que vous pensiez à moi le jour où vous serez devant votre copie, parce que je vous promets que c'est comme ça que vous réussirez à avoir une bonne note. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a apporté des informations. Je rends la parole à Hugues peut-être. Moi je voulais vous remercier, merci pour tous vos messages dans le chat, c'était hyper cool de suivre ce live. Merci Louis, j'espère que c'était une expérience amusante pour toi. C'est un plaisir. Vous étiez nombreux à vous connecter, à être contents de cette reprise de Live Academy, il y en aura d'autres. Je vous rappelle 2 choses. La première, c'est que Louis vous a délivré des précieux conseils, vous voulez les relire, revoir des points que vous n'avez pas eu le temps de noter dans le PowerPoint. Vous pouvez facilement les retrouver dans le lien que je vous ai mis dans le chat. Et sur ce lien, vous pourrez aussi répondre à des petits questionnaires, une petite évaluation. On est toujours preneur de vos feedbacks. La Live Academy, ça s'invente tous les jours et c'est grâce à vous qu'on prend des idées. Enfin, vous pourrez aussi télécharger le fameux corrigé de ce sujet sur le Royaume-Uni qui est passionnant, qui est indispensable et qui est un complément à ce live. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la page Live Academy. N'oubliez pas de vous inscrire aux prochains événements. Il y aura des événements de français. Ça sera lundi soir avec Ben pour les premières. Il y aura aussi des événements de philosophie, un grand live sur la philo, la méthode du commentaire avec le fameux Nicomac qui est en direct de New York, qui ne vous abandonne pas, qui vous aide jusqu'au bout et c'est génial. Et ça sera mardi soir. Je vous dis à bientôt, kiffez bien, bonne révision. Salut, bye bye.